bienvenue dans le podcast Transforme tes pépins en pépites. Je suis Muriel, coach en bien-être et art thérapeute. Je te propose ici de retrouver dans chaque épisode des partages, des conseils, des outils pour te sentir mieux dans ta vie, pour transformer tout ce qui te pèse, pour transformer le négatif en positif. Ici, on passe à l'action pour que ça change et on passe à l'action pour une vie meilleure. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Transforme tes pépins en pépites. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Agnès Soulet de Brugière. Agnès, elle est praticienne en thérapie brève, elle est coach professionnelle de résilience et aujourd'hui, elle est venue nous partager son histoire sur un sujet auquel on est tous concernés à un moment donné dans notre vie. Elle est venue nous partager une épreuve difficile qu'elle a surmontée, la perte d'un être cher. Comment surmonter un deuil lorsque l'on perd un proche et comment se relever après cette épreuve douloureuse. Donc, elle est venue nous raconter son histoire et nous donner des clés, des conseils de comment elle a pu dépasser cette épreuve. Alors, bonjour Agnès. Bonjour Muriel, Et un grand merci d'avoir accepté mon invitation sur ce podcast. merci à toi. Et donc, avant d'aller au cœur du sujet, eh bien, je te propose de nous en dire un peu plus sur toi et de te présenter en quelques mots. Alors en quelques mots, mon palmarès, tu l'as déjà annoncé, donc j'habite dans les Pays de Loire. Je suis donc coach professionnel et j'accueille à la fois des particuliers et j'interviens également en entreprise. Et puis j'ai une spécialité qui est de me servir des chevaux également dans mes accompagnements. Ça, c'est une autre histoire. Et c'est chouette. Voilà. C'est chouette. Merci Agnès. Alors du coup, pour aller au vif du sujet, ça serait quoi la plus grosse épreuve pour toi que tu aimerais aujourd'hui nous partager? Eh bien, j'ai eu cette douloureuse épreuve de perdre mon conjoint. Alors, c'était plus que mon conjoint parce que c'était vraiment l'homme de ma vie, l'amour de ma vie. Enfin, je dis souvent c'était ma meilleure copine, mais bon, ça, c'est pour vous dire l'intensité de la relation. Ouais. Et donc, mais il y avait des hauts et des bas comme chez tout le monde, hein, je vous rassure. Hein, il n'y a pas de. Et donc, mon mari est décédé des suites d'une longue maladie pendant 5 ans et demi, la descente aux enfers, les affres des hospitalisations, des chimios, des radiothérapies et autres. Et en même temps qu'on annonce ce cancer à mon mari, Mhm. j'apprends que je suis enceinte alors que ça fait 10 ans qu'on attend. Donc, c'est quelque chose d'astronomique qui se passe dans la tête entre cette joie incroyable et cette angoisse épouvantable dans laquelle je vais être confrontée pendant 5 ans et demi. Notre fille a 5 ans et demi lorsque Mhm. son père décède. Ok. T'apprends que tu es enceinte au début de sa maladie, c'est ça? Et Ok. on ne sait pas encore qu'est-ce que c'est vraiment cette maladie. On comprend que c'est très grave très vite. Et je suis enceinte. Ok. C'était il y a combien de temps pour mieux situer? Donc, c'était il y a 20 ans. Et à cette époque-là, j'étais pas du tout dans le développement personnel. À ce moment-là, je suis professionnelle du monde équestre. D'accord. Et lui aussi est dans le monde équestre, mais au niveau de l'École nationale d'équitation, qui est dans ma ville. Ok. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur la maladie? Quel type de maladie c'est? Donc, il a eu un Mhm. cancer qui s'est doublé. Il y a eu une sorte de rémission et qui s'est doublé d'une maladie orpheline qui va l'emmener derrière. D'accord. Et donc là, en fait, pendant ces années, qu'est-ce qui se passe pour toi déjà avant son décès? Pendant ces années, c'est vraiment, pour moi, c'est comme si j'étais en guerre pour l'aider. Hein, j'ai jamais baissé les bras jusqu'à la fin. Quand j'y repense, mais même il y a tellement eu de hauts et de bas que toujours j'y crois. J'y croyais toujours. C'est mon tempérament, hein, cet Ouais. optimisme, c'est mon tempérament. Et je me suis toujours battue. J'allais chercher quelque chose. Je lui apportais du réconfort. J'étais là. Bon, quand j'étais près de lui, j'ai la chance d'avoir des amis qui gardaient notre fille. Mais j'étais quand même force de. Genre J'étais dans le... battue. Ouais, dans le combat, dans la lutte, en fait, de s'en sortir. Voilà, pour moi, c'était jusqu'au jour de son décès, j'y ai pas cru que ça allait Ouais. l'emporter.
Ça, c'est clair. Et donc là, c'est comment justement tu vis la suite le jour où il décède? Eh bien, lorsque j'apprends, l'hôpital m'appelle. Ils me le disent pas vraiment au téléphone, mais je comprends au ton et à tout ça que c'est grave ou c'est fini. Je suis à une demi-heure de route, donc j'y vais et c'est comme quand on entend le mot, c'est fini, il est parti. Je ne sais même plus les mots exacts qui ont été dits. L'expression que tout se dérobe sous vous, c'est vraiment cette impression. C'était abyssal. Je Mhm. dis toujours que c'était, c'est pas possible. On est dans une sorte de, comment on appelle ça, de sidération, mais qui est à son paroxysme. C'est pas possible. C'est pas possible. Après s'être battu, après s'être relevé, retomber, recommencer. Voilà. Est-ce qu'on peut parler ici d'une forme de déni? Je dirais pas que c'était du déni, je voulais y croire jusqu'au bout et j'étais dans la bataille, dans la bataille, et ça me donnait. Est-ce que c'était un déni? Un déni, c'est qu'on veut vraiment pas le voir. Je savais bien que je me battais contre la mort. Ouais. Dans ce genre de maladie, on le sait. Donc, pas une seconde, je lui ai laissé de la place dans ma tête pour justement utiliser toutes mes forces. Mhm. Est-ce que c'était un déni? Il y en Je a sais qui pas, hein, c'est juste une question. qui me disent. J'essaye de comprendre la sensation à l'intérieur que ça fait d'apprendre brutalement en fait le décès. Alors là, c'est la sidération d'abord. Ouais. La sidération, et en plus, je suis à côté de lui, je le vois, je le touche, c'est pas possible. C'est cette sidération que, non, c'est bon, ça y est, j'ai perdu cette bataille. Et donc là, tu te retrouves avec ta fille, c'est ça? Voilà, je me retrouve avec ma fille, Elle a quel âge à ce moment-là? 5 ans et demi. Mhm. Là aussi, c'est assez étonnant, mais ça fera l'objet d'un autre podcast. Comment j'annonce à ma fille comment ça se passe, etc. C'est assez. Je crois que tu vas revenir plusieurs fois. Voilà, je pense. Parce que inexorablement, avec ce décès terrible, cette douleur, alors il se passe une sorte de douleur dans la poitrine, hein, au Ouais. niveau de l'organe du cœur, mais au-delà aussi de ce qu'on appelle avoir du cœur, il y a une douleur mais qui est juste insupportable. Et ce qui fait que, mais ça fera l'objet d'un autre podcast, j'ai failli me suicider. Oui. Ça, Hein. c'est un autre sujet, mais qui est complètement lié. Et on y reviendra après. Ouais. Donc là, le monde s'arrête pour moi, tout est terrible. Je sais qu'il est mort, je suis pas dans le déni dans le sens, j'espère pas qu'il revienne. Je dirais que ça serait ça le déni, c'est de croire que c'est pas vrai. Ouais. Là, je suis dans ce gouffre euh, abyssal d'avoir perdu cette guerre et lui avec. Et j'aime bien, c'est Victor Hugo qui dit ça, qu'il n'y a pas il n'y a pas de mots dans la langue française pour exprimer ces douleurs-là. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Et c'est propre aussi peut-être à chacun. Enfin, La douleur, c'est voilà. Il y a difficile à pas décrire finalement. de mots. Et comment dire, cette douleur dans le cœur, elle est très particulière, elle Ouais. est très oppressante, elle est, c'est plombant, c'est. Et ça dure combien de temps alors, cette douleur, cette sensation-là de sidération? La sidération, c'est quand j'entends la nouvelle. D'accord. Après, je suis dans l'effondrement. Ça dure combien de temps? Bah, tant que l'enterrement n'est pas passé, c'est les 8 jours derrière, Plusieurs jours, ouais. ouais, ça dure, oui, oui, ça dure plusieurs jours. Et puis après, il y a cette douleur, elle persiste, peut-être un peu Mhm. moins forte, mais elle persiste longtemps, cette douleur. Elle persiste longtemps. Moi, pour moi, j'ai mis presque 2 ans à me relever. Une année, je dirais, pour passer toutes les saisons en disant, voilà, je passe cet hiver, il n'est pas là. Ouais, je comprends. 6e année où j'ai dit, bon, ben, voilà, c'est le prochain hiver sans lui. Et là, j'étais déjà dans une phase de remontée. Et est-ce que tu es accompagnée à ce moment-là? Est-ce que tu as des gens autour de toi pour t'aider? Alors, pour m'aider, comment je pourrais dire ça? J'ai la maladresse des gens qui veulent m'aider
Parce que il y a des gens qui ont voulu m'aider, mais avec leur monde Ouais, et n'ont pas vécu ce que je vivais. Donc, des gens qui, au bout de 15 jours, 3 semaines, disaient, ça va aller, ça va passer, déménage, ça va te changer les ouais, idées. Il y a beaucoup de gens qui, je pensais, étaient des amis, ont disparu, mais je sais bien qu'ils ont disparu plus parce que eux étaient mal avec la mort. c'est ça. Mon mari avait quand même une certaine figure d'autorité dans la région, donc dans tout son milieu, quand les gens me croisaient dans son milieu professionnel, je voyais bien qu'ils voyaient la mort sur mon visage, la mort de mon mari sur mon visage. Je reflétais Mm. son dé. Souvent, c'est des gens qui sont pas à l'aise avec leurs émotions ou pour pas se laisser traverser, en fait. Complètement. Mais sur le moment, je ne le savais pas. Je suis pas du tout dans le développement personnel au Ouais, début. ouais, c'est ça. Donc, Alors, qu'est-ce qui fait, justement, si tu me dis c'est ces 2 années, tu as mis 2 années à surmonter ce deuil. une année pour passer toutes les saisons. J'aime Ouais, bien ce saisonnalité. Ma famille est très maladroite aussi, hein. Quand j'arrive, euh, tout le monde est triste et, euh, et dans la douleur, alors que j'ai besoin peut-être aussi de changer un peu, de voir la vie reprendre autour de moi. Ah non, non, ils sont encore. ouais. Oui, Vraiment, oui, de nourrir le mort nourrir, égale souffrance, quoi, dans nos souffrir. croyances occidentales. Là, faudrait s'habiller en noir, faudrait les Ouais. pleureuses, il faudrait ça. Ok. Alors, du coup, moi, j'ai cette curiosité de savoir qu'est-ce qui se passe pour toi. C'est quoi le tremplin qui fait déjà aujourd'hui que tu en parles avec un certain recul euh, et puis qui t'a permis bah, de justement d'avancer, de te relever. La première chose, c'est que cette maladresse qui m'entoure va être le déclencheur, en Ah, fait. Ça va être, c'est pour ça que j'en parle comme ça, mais ça va être le déclencheur. Je ne le sais pas sur le moment, mais c'est quand j'analyse tout ce qui s'est passé. ouais. Elle va être le déclencheur du fait de me tourner vers moi. Mhm. Parce que tous les autres, ça faisait mal. Les mots étaient maladroits, les attitudes, bon, c'était, donc, je n'étais, entre guillemets, bien que quand j'étais avec moi et ma souffrance. Parce que je savais ce qu'elle était, je savais ce que j'avais envie d'entendre ou pas entendre, et comme je ne voulais pas entendre ceci ou cela, je ne voulais pas aller dans cette direction. C'est-à-dire que dans ma famille, c'était on maintenait la douleur en place, j'avais Ouais. pas envie de ça. Donc, j'ai appris à dire non. Alors ça a été colossal. Poser tes Moi, limites. exactement, moi qui respectais, voulant faire plaisir à tout le monde, disant toujours oui à tout, Ouais. j'ai commencé à dire non, et en particulier à ma mère, et prendre ma place. Et ça m'a fait un bien fou. Et ça a été le démarrage de mais qui je suis finalement? Une quête intérieure, une quête de sens. Exactement. Une quête de sens, mais qui je suis, mais dans quel monde que je vis et, euh, Qu'est-ce qu'on et fait là? qu'on fait là. En fait, c'est comme une prise de conscience à ce moment-là où il y a comme une forme de voyage intérieur qui s'offre à toi, si je comprends bien. Une Oui, quête de sens, comme tu dis. ouais, il y a ce vide abyssal dû à l'autre n'est plus là. Donc, Ouais. et tout d'un coup, tout l'extérieur n'est pas ressourçant. Donc, l'extérieur ne peut rien m'apporter. Ouais. Te À chaque nourris fois, pas. me nourrit pas. À chaque fois, je souffre. Donc, je me retourne vers moi. Et qu'est-ce que je veux? Et pourquoi? Et d'où je viens? Et pourquoi je fais comme ci? Et pourquoi je fais ça? Et à quoi je crois? Et à quoi je crois pas? Et d'où ça vient? Et ça a été incroyable. J'ai eu la chance d'avoir quelqu'un de ma famille qui m'a prêté une maison. Il m'a prêté sa maison. Il habitait à Pornic, Ah oui. la partie, la côte sauvage, là, il y avait des bancs et pendant 3 jours, je me suis assise sur ce banc et je pleurais, je réfléchissais, je notais, je lisais. Pendant 3 jours, ça a été vraiment incroyable. Les gens passaient, ils se demandaient. Et ça a été énorme de pouvoir de m'être donné ce temps d'aller me rencontrer. Ouais. Parce que
j'étais dans un mode de fonctionnement où je faisais pour les autres, où j'étais là pour les autres. Et moi, la dernière servie, j'ai décidé à ce moment-là d'être la première servie chez moi. Ouais, de prendre ce temps pour toi, de t'autoriser en fait à Voilà. penser à toi. De penser à moi et que comment dire, le fait de penser à moi et de me relever, je vais Mhm. pouvoir sans doute, j'imagine, aider ma fille et pas faire passer ma fille en premier. Ouais, Parce que si je fais passer ma fille en premier et que je reste une loque, bah oui. ne matchait pas dans mon système et d'avoir décidé que ça allait être moi d'abord, même si au début, je voulais plus me maquiller, j'étais en jogging, je faisais ce qu'il fallait pour ma fille, mais sans plus. Mais je sentais que c'était ce temps dont j'avais besoin. Ouais. Je pense à tous ceux qui traversent un deuil ou qui en ont traversé un et n'arrivent pas encore à surmonter ça. Est-ce que tu dirais que pour toi, c'est un des outils phares, le fait de se ressourcer, prendre du temps pour soi, Ah ben, c'est pour pas, aller dépasser tout ça? ça c'est clair, de comprendre sa gestion interne, Ouais. comprendre d'où on est et vers quoi on veut aller et de comprendre à l'intérieur de soi et lâcher tout ce qui est à l'extérieur. Car on est unique, ça c'est toujours mon message, cette unicité dans laquelle on est là sur Terre, hein, c'est celle-là qui doit prendre le dessus et Émerger. Mm. émerger et se découvrir et s'assumer et du coup arriver à donner un sens à sa vie à partir de là. Il y a des outils ou des ressources qui t'aident justement à mieux te connaître. Alors, j'avais la chance à l'époque d'avoir les chevaux à côté de moi. Yes. Et ça a été juste au-delà de moi. Je sais pas, c'est comme moi j'avais besoin d'écouter le silence de mes chevaux. Je voulais plus monter à cheval. Hein, j'étais que à côté de mes chevaux et mes chevaux m'ont tellement apporté, m'ont tellement nourri. Je le vois après avec le recul. Hein, ils m'ont vraiment épaulé. Il y en avait 30. Hein. Il m'en fallait bien 30 pour me porter ma douleur. Hein. Ouais. C'est Est-ce qu'on peut parler de miroir à ce moment-là? complètement. Les chevaux, ils étaient toujours près. Mes chevaux vivent en liberté, vivaient en liberté. Et donc, quand j'étais près d'un groupe, hop, ils étaient près de moi comme s'ils me soutenaient. Je m'en souviens maintenant. Sur le moment, je ne le savais pas, mais en tout cas, à chaque fois que je quittais mes chevaux, j'avais comme si ça allait un peu mieux, un petit peu mieux chaque jour. Et de là, j'ai créé un concept justement sur le coaching facilité par le cheval pour apprendre et pour pouvoir transmettre ça et pour pouvoir Mhm. d'autres pour se relever justement. Et ce qui est important, je pense, dans l'épreuve, c'est de se donner le temps. Se donner le temps de se retrouver soi-même. Mais est-ce que ça, tu te le disais à ce moment-là? Je me le disais pas à ce moment-là, mais en refusant l'extérieur, Ouais. Ouais, tu te l'es donné quand même. je me le suis donné sans le savoir au départ. Et les chevaux m'ont obligé à me tourner vers moi-même. T'es thérapeute, en fait, on peut dire que c'était. Mais complètement thérapeutique, hein. Ouais. Complètement. Et est-ce que t'es aussi allé voir des thérapeutes professionnels, enfin des humains, thérapeutes? Alors, suite au décès de son papa, j'ai pensé à amener ma fille voir une thérapeute. Ouais. Moi, je pensais que bah, ça allait se faire. On disait qu'il fallait faire son deuil. Donc, dans ce que j'avais comme connaissance, bah, il fallait que ça passe. Ouais. Mais j'avais pas été plus loin. Et j'amène ma fille chez une orthophoniste qui est en même temps thérapeute. Elle a un outil à elle. Et en la côtoyant, un jour, elle me dit, quand je viens rechercher ma fille, que j'ai vraiment, ma voix est en train de se fêler. Je ne sais plus comment elle m'a dit ça. Elle m'a dit, ça serait bien pour vous de venir me voir. Et j'accepte sa proposition. Et cette dame avait comme outil le MDR. Mhm. Le MDR qui est un mouvement d'hypnose où Avec les yeux, c'est ça? voilà, ou avec en tapotant sur la cuisse. Voilà, moi j'ai suivi quelques séances de MDR et grâce à cette personne, j'ai vu le deuil autrement. C'était pas faire son deuil, on fait le deuil de sa chemise ou d'un sac ou je sais pas quoi, mais
apprendre à vivre avec l'absence. Il n'y a pas de mots, encore une fois, pour le dire. Ça se construit. Ça se construit de vivre avec l'absence. Ouais, et au jour d'aujourd'hui, du coup, ça serait quoi le cadeau que tu en ressors de cette expérience? Le cadeau par rapport à la thérapeute, Non, par rapport au décès. par rapport au décès, en fait, je pense que je ne serai pas la thérapeute ou la coach professionnelle que je suis. Mm. Je suis toujours dans mon monde équestre Ouais, et je n'ai pas saisi l'opportunité qui est arrivée en chemin. ouais. Dire, ben, j'ai fait mon concept avec les chevaux, j'étais me former au coaching, mais j'osais pas le sentiment, le syndrome de l'imposteur. Est-ce que je suis vraiment légitime? Est-ce que si, est-ce que ça? Et puis un jour, j'ai dit, stop, tu t'es relevé, de quoi tu as envie? Et j'ai remis le processus en route. C'est ça, on y va. Ouais, ça t'a fait grandir en fait au niveau pro, au niveau aussi de qui tu es. Tout. Au niveau pro et surtout, oser être, alors ça c'est la phrase que j'adore, oser vivre l'incroyable aventure d'être soi. C'est ça. Voilà, ça c'est mon kiff. Et même si j'accompagne des gens dans le deuil, dans les épreuves, d'arriver à leur mettre, remettre dans les yeux un sourire, les ados là que j'accompagne en ce moment qui ont des problématiques très particulières, waouh, il n'y a pas de prix de remettre. Et tous ceux qui, par exemple, qui nous écoutent et qui diraient, ben, moi je vois pas le cadeau, c'est pas possible, il y a pas de cadeau derrière, on perd un proche. Ok. Le cadeau, on peut pas le voir tout de suite. Évidemment, je l'ai pas vu tout de suite. Le cadeau, je le vois maintenant. Je le vois maintenant en me disant, qu'est-ce que ça m'a permis? Ça m'a permis de m'apprendre à me connaître, vraiment trouver ma voie. Ça m'a permis à oser être moi, parce que sinon, j'étais en couple, j'étais la moitié de cette autre personne, dans un milieu social bien défini, et où on correspond à des règles, et on fait ce qui est bien, et attention au regard des autres parce que qu'est-ce qu'on va dire d'eux? Ouais. Rangé, casé, dans la zone de confort. Exact, complètement. Et donc, j'ai été voir l'autre pan. Jamais je serais devenue également professeur de salsa. Jamais, jamais. Excellent. Jamais j'aurais osé créer des boucles d'oreilles, fabriquer des boucles d'oreilles parce que moi, j'aime pas les oreilles percées et qu'il n'y a pas sur le marché de clips et que j'ai vendu des boucles d'oreilles et je crée des boucles d'oreilles pour des amis qui ont des soirées. Mais jamais j'aurais fait ça. Les soirées de salsa que j'organise, mais jamais j'aurais mis autant de bonheur sur le visage de ces danseurs et danseuses. Jamais j'aurais fait ça. Si j'étais mariée, bien rangée, comme il faut. Ouais. euh, Donc ça, c'est la nièce d'avant. Et aujourd'hui, comment tu décrirais ta vie? tout ce que je fais, j'aime. Je me lève vraiment avec plein de choses à faire que j'aime. La nièce d'aujourd'hui, elle met le sourire dans les cœurs. Elle accroche Mhm. comment il s'appelle? Mes collègues coachs, thérapeutes m'appellent la Mary Poppins du coaching. Alors, J'ai t'as quoi dans ton sac que tu pourrais nous donner comme clé? j'ai- La première des clés, c'est qui vous êtes, surtout qui vous êtes. Allez, alors j'ai fait des webinaires sur comment hacker son cerveau. Mhm. Stopper ce cerveau gauche, ce cerveau, oui, gauche, on va dire ce cerveau cartésien, ce néocortex qui vous emmène, ce conscient, cet ego qui vous emmène que dans une direction. Ouais, très mental, quoi. Très. Osez faire en sorte que les deux communiquent, parce que c'est génial. Mhm. Créativité est appuyée par votre mental qui vous trouve les moyens de. Mhm. C'est trouver cet équilibre ouais, entre l'hémisphère gauche, l'hémisphère droit. L'ego, on en a besoin, il est là pour nous. Ok, mais cet hémisphère droit, il a tellement de choses. Cet hémisphère gauche, il a tellement peur aussi de choses. Moi, j'aime bien dire que allez visiter votre zone d'inconfort là derrière. Là, là où vous avez peur, c'est la bonne direction. Moi, ça a été vraiment mon moteur. J'ai envie de faire ça et j'ai peur, mais c'est que je dois faire quelque J'y chose dans vais. cette. J'y vais. Mhm. Qui Et comment tu suis fais pour dépasser ces peurs alors? Comment je fais? Je me mets dans mon cœur et je dis, est-ce que j'ai vraiment envie à 100% d'aller dans cette direction?
Je laisse la peur de côté pour le moment. La peur, elle est liée au futur. C'est parce que je ne le connais pas. C'est normal. Ouais. Que j'ai peur d'aller dans une direction. C'est tout à fait normal. Donc, si j'ai peur, pour moi, je prends la peur comme la partie raisonnée qui dit, bon, c'est normal, il va y avoir des embûches, euh, il va falloir voir les problèmes, qu'est-ce que je résous. Bon, c'est Mhm. normal que la peur, elle est là pour anticiper les problématiques éventuelles. Mais notre cerveau, il est fait pour résoudre des problématiques. Imagine un gamin de 2 ans qui tombe parce qu'il apprend à marcher. 1 an, il tombe. Et parce qu'il est tombé 3 fois, il dit, bah non, je ne marcherai plus. Moi, je marche plus. C'est Tu vrai veux que c'est un bel exemple. Ouais, Notre cerveau, il y a des scientifiques, ils ont étudié 2000 fois un enfant se lève et tombe avant de pouvoir marcher. c'est ça. On est câblé pour résoudre les problèmes. Par contre, le problème, c'est de croire qu'on a un problème. Et c'est vrai que dans ma vie, moi, j'ai pris comme réflexe de dire un problème intéressant. Qu'est-ce que je vais développer Mhm. comme idée pour résoudre ce problème? Stratégie, ouais. Plus tard que la semaine dernière, inondation dans ma maison par infiltration. Ça montait du sol. Bon, eh ben, qu'est-ce que j'ai à comprendre de ça et par où je vais attraper le problème et le problème, on a trouvé des solutions. C'est-à-dire que si je comprends bien, dans ton cerveau, c'est engrammé le fait que dès qu'il y a une difficulté, égale opportunité de grandir, solution. Solution. On est bien d'accord que quand on est dans l'épreuve, on ne peut pas voir là tout de suite le cadeau caché. Ouais, Je dirais que l'épreuve, c'est le cadeau, mais il est mal emballé pour le moment. on a Et besoin de temps. on a besoin de temps, on a besoin d'être accompagné, on a besoin d'avoir des professionnels qui puissent vous faire prendre du recul, Mhm. pouvoir se détacher et de comprendre qu'est-ce que ça peut apporter. Oui. Dernièrement, j'accompagnais un adolescent qui a des parents violents et il a réussi à faire une liste de 15 avantages, de bénéfices d'avoir des parents comme ça que ça lui a apporté. Oui. Parce que Et ça lui a permis de construire ou grandir. et à la fin de la séance, de dire, bon, je peux enlever tes battes. Ok, on imagine que j'ai les pouvoirs d'enlever tes parents, mais Oui. tu n'as pas toutes ces qualités. Non, je garde mes parents, Mhm. j'ai compris que, et vraiment ça c'est une phrase que je dis souvent, on a les ressources de l'épreuve qu'on traverse. Ouais. On ne sait Ouais. pas, c'est un petit peu dur, c'est juste dur suffisamment pour devoir faire quelque chose. Mhm. On a vraiment les ressources de cette épreuve. Et quelqu'un qui vit de la violence, il n'a pas les ressources pour supporter le deuil. Et Mhm. moi, le deuil de mon conjoint, j'ai peut-être pas les ressources de supporter le deuil de ma fille. Je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Moi, tu vois, je crois profondément que quand on s'incarne sur Terre, l'âme, elle vient avec des épreuves qu'elle choisit de dépasser ou des blessures qu'on a à guérir ou encore bah, parce qu'on a besoin que notre conscience, elle évolue. On est toujours en évolution. Et, euh, et pour moi, en fait, ça fait partie du chemin, même si au niveau mental, on ne le voit pas. Au niveau humain, on peut le voir comme une souffrance, en fait, ce qu'on vit. Mais finalement, je ne sais pas toi ce que tu penses de ça. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça et que l'âme, elle vient s'incarner pour traverser justement, pour résoudre, on ne sait pas trop quoi. Ouais. On n'a pas trop d'informations, mais euh, on n'a pas ces épreuves par hasard. C'est pour ça que je dis qu'on a les ressources, parce que Ouais, notre âme, elle est missionnée là. c'est Elle ça. est missionnée et que on doit traverser ça et se relever. Et en se relevant, c'est là qu'on va voir le cadeau. Mais ça se fait pas en un Bah, jour. c'est ça. Après, ça sera le choix de chaque âme. Voilà, ce sera le choix de chacun. Exactement. Et j'ai une dernière question à te poser que je pose à tous mes invités pour aider un maximum de personnes qui traversent ce genre d'épreuve. Si toi, tu avais une baguette magique à donner bah, à tous ces gens-là, justement, quel pouvoir tu donnerais à cette baguette? La baguette, elle te donnerait la compréhension, elle t'enseignerait, te donnerait la force de comprendre que tu as l'épreuve dont tu as les ressources. Mhm. Et que si tu as
si tu as cette compréhension, tu vas Et la trouver. conscience, en fait, ouais, cet état d'esprit de dire, bah, ce que je vis, c'est OK, ça a un sens. C'est ça que tu veux dire? Même si je le vois pas, ça a un sens. Ouais. C'est de croire que c'est un problème, le problème. Mm. Tu comprends que ça vient donner du sens, qu'il y a un cadeau derrière. Même si tu le vois pas pour le moment, tu avances, tu te relèves. On voit comme ça change tout. Waouh. Bah, c'est chouette. En tout cas, je sais pas si tu as autre chose à rajouter sur ton expérience ou on garde toutes les autres infos sur un nouveau podcast. Voilà, on a plein de choses à dire sur un autre podcast, évidemment. Et oui, moi, je peux discuter pendant des heures et des heures, hein. C'est sûr. Bah, moi, je te propose en tout cas, on s'arrête là pour cette thématique. En tout cas, moi, je te dis un grand merci pour ton témoignage parce que c'est pas toujours des sujets faciles à traiter euh, en public surtout. Et donc, un grand merci. Et je voulais aussi dire merci à tous ceux qui écoutent ce podcast et surtout, bah, n'hésitez pas à partager si ça peut aider d'autres personnes, transmettre, liker, faire connaître et faire circuler le podcast, hein, c'est le but pour aider un maximum de personnes à qui puissent eux aussi avoir le pouvoir comment dire, de reprendre le pouvoir sur eux, qu'ils ont les propres clés, leurs clés en main pour s'en sortir et pour dépasser bah, toutes les difficultés et les challenges que nous offre la vie et les cadeaux. Donc, merci Agnès. Merci Muriel. Et puis, nous, on se retrouve dans un prochain podcast. Au plaisir de te retrouver sur un autre sujet. Eh bien, volontiers. Merci, à bientôt. Au revoir.